La délinquance est la principale préoccupation des habitants de Nouvelle-Aquitaine, résultat d'un sondage IFOP France 3 réalisé en juin dernier lors des élections régionales. Ici à Bordeaux, dans son agglomération, le ministère de l'Intérieur constate une nette hausse des actes violents en 2020, mais dans un contexte général de baisse de la délinquance en France, dans une année marquée par les confinements. Alors, pourquoi un tel sentiment d'insécurité grandissant? Quelle est la situation réelle sur le terrain en Nouvelle-Aquitaine? Réponse dans cette enquête de région. Au sommaire, le fléau des violences conjugales. Tous les 3 jours en France, une femme est tuée par celui qui partage ou a partagé sa vie et les plaintes se multiplient. Quels dispositifs existent dans notre région pour protéger les victimes? Nous verrons comment associations, gendarmerie et justice tentent d'éviter le pire. De la relation virtuelle à l'agression sexuelle, enquête sur ces adultes prédateurs qui sévissent sur les réseaux sociaux. Nous entendrons leurs victimes et verrons comment est traquée sa délinquance sexuelle sur mineurs. Quand les trafics de drogue empoisonnent nos campagnes. Loin des grandes villes, la Creuse enregistre une hausse spectaculaire de démantèlement de réseaux. Répression, prévention, ce département rural se mobilise dans la lutte contre les stupéfiants. C'est bon à droite. Dans cette émission, nous suivrons notamment la gendarmerie nationale dans sa mission quotidienne de prévention et de lutte contre les délinquances. Première enquête tout d'abord sur la hausse des violences au sein des familles. Actuellement, ces affaires représentent plus des 3/4 des comparutions immédiates au palais de justice de Bordeaux et 82 femmes en France ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint entre janvier et septembre. Son visage est devenu le symbole des féminicides en France. Shahinez Daoud, 34 ans, mère de 3 enfants, a été brûlée vive en pleine rue par son ex-mari le 4 mai à Mérignac en Gironde. Une mort atroce qui a marqué les esprits. Bordeaux, 2 mois après, Sandra Plat, 31 ans, mère d'une fillette de 4 ans, est assassinée le 2 juillet par son ex-compagnon de plusieurs coups de couteau. C'est de la colère, c'est de la rage de voir que depuis tant d'années, et toutes les semaines, il y en a une. Il y en a une toutes les semaines. Alors on va attendre jusqu'à quand? Comment éviter le pire? À Bordeaux, un nouveau centre d'accueil pour les femmes victimes de violences conjugales vient d'ouvrir. Son adresse est confidentielle et son accès sécurisé. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour, je vous ouvre. On a régulièrement des appels insultants, malveillants. Donc un minimum en fait, de sécurité, c'est de garantir en fait, qui rentre dans nos espaces, voilà, pour éviter d'avoir des entrées intempestives. Ah, bonjour Marie, bonjour. Oui, rentrez. Les femmes trouvent ici des éducatrices spécialisées, une assistante sociale, une psychomotricienne, pour se faire accompagner avec leurs enfants. L'association APAFED, qui dirige ce centre, peut aussi les héberger en cas d'urgence. Parfois, il faut simplement les écouter ou bien les aider à quitter le domicile conjugal. Ça allait bien? Ça va. Quand vous partez, est-ce que monsieur est présent au domicile? Est-ce que vous êtes en capacité de dire à monsieur que vous partez? Est-ce que vous souhaitez dire à monsieur que vous partez? Est-ce que vous avez de la famille pour vous accompagner ou des amis pour ne pas faire le trajet toute seule? Puisque tout va être source d'angoisse en fait pour cette femme. Si elle est en plus accompagnée d'enfants, pour la sécurité de cette femme et de ses enfants, pour s'assurer qu'elle va arriver d'un point A à un point B. Une fois qu'elle arrive au point B, à savoir au niveau du foyer, elle est mise en sécurité et là on déploie davantage d'outils en tout cas qui permettent de garantir sa sécurité. Donc c'est véritablement sortir ces femmes d'un cycle. Et c'est pour ça aussi que parfois on leur propose de partir un petit peu plus loin. APAFED, bonjour. L'association a mis en place une ligne d'écoute 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Depuis le premier confinement, les violences conjugales ont explosé, les appels à l'aide aussi. On a des femmes qui ont peur. On a des femmes aussi qui, pour certaines, et je pense notamment à une qui a le téléphone en fait grand danger,
qui avait un logement et qui a été agressé par son ex-conjoint et qui a demandé une mise en sécurité sur le foyer que nous gérons. Donc incontestablement, il y a eu une augmentation significative des demandes et puis des femmes qui témoignent. Partir pour survivre. Sophie a trouvé refuge dans un appartement prêté par l'association. Cette mère de famille de 40 ans a accepté de témoigner devant notre caméra. Elle nous accueille avec 2 éducatrices spécialisées qui l'accompagnent dans sa nouvelle vie avec sa fille de 18 ans et son bébé. Il m'attrape par la gorge plusieurs fois. C'est toujours quand on est en désaccord. Donc là, monsieur se met dans une colère noire. Et là, en fait, je fais rien. Je reste assise. Je fais rien à part l'écouter. Et quand, à un moment donné, je vois que ça commence à être à répétition, donc je lui dis d'arrêter. Donc ça ne lui convient pas. Et là, il m'attrape par la gorge, il m'attrape par les cheveux. À plusieurs reprises, je me prends donc la rampe de l'escalier. Il dit, prends le bébé. Il dit, de toute façon, je vais le jeter dans la Garonne, j'en ferai un autre. Je pars en courant de l'appartement. Je fais toujours des appels à l'aide auprès de ses parents, mais qui finalement me laissent comme ça. Il a voulu me faire passer par la fenêtre, parce qu'il déculpe une certaine force, c'est inimaginable. On se dit, je vais y passer. Mais j'ai mon bébé qui est là. J'ai ma fille qui est là. Ma fille aussi, elle le voit, tout ce qui se passe. Pour vous aussi, vous aviez peur? Ah oui. Oui. Parce que c'est déjà arrivé 1 ou 2 fois, oui, que je lui ai dit, moi, je veux que ça s'arrête, quoi. J'ai plus envie de ça. J'en ai marre de t'entendre crier, sachant qu'il y a un petit bébé qui dort. C'est son enfant en plus, c'est pas un bébé d'un autre. Et puis c'est pas possible, quoi, de vivre comme ça. Incontrôlable, il était vraiment incontrôlable. Je veux plus voir ce garçon. Je veux plus en entendre parler. Je veux plus le voir. Moi, j'oublierai jamais où madame est rentrée là pour la première fois. Et ses yeux, son regard qui partout, et j'ai senti qu'elle était accompagnée de sa fille ce jour-là. J'ai senti que déjà, il y avait un petit apaisement. Direction le Lot-et-Garonne. La brigade de gendarmerie de Tonneins est pionnière dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Et c'est grâce à la volonté d'un homme. Mon adjudant, vous prenez les dossiers de la semaine dernière avec... En octobre 2020, le lieutenant Fabien Jousmet a voulu mettre en place une cellule spécialisée pour mieux accueillir les victimes et les aider. Monsieur est convoqué en justice sur Normande. Quand une victime elle passe le pas, qu'elle pousse la porte de la gendarmerie, c'est quelque chose pour cette victime. C'est un acte fort. Donc à partir de là, si elle est prise en charge d'emblée comme il se doit, elle va s'ouvrir, elle va parler, on va pouvoir la mettre en confiance facilement et on va pouvoir l'aider. Une personne mal accueillie, on pourrait la perdre. Au guichet d'accueil du public, un code couleur permet à la victime de se faire connaître discrètement. Mon collègue qui va être ici à l'accueil va voir que la personne a du mal à nous parler. Et souvent, quand les gens ont du mal à parler, c'est que les faits sont assez importants. Donc en lui montrant ces petites étiquettes, la personne va pouvoir désigner ce pourquoi elle vient. Voilà. Et à partir du moment où on va identifier que ce sont des violences intrafamiliales ou sexuelles qui rentrent dans le champ d'action de notre cellule, la personne va immédiatement être mise en relation avec le permanent de la cellule qui va la prendre en charge. Justine Goriot est l'un des 7 gendarmes spécialisés de la cellule. Volontaire, elle a suivi une formation. Elle a appris notamment à poser les bonnes questions lors du dépôt de plainte. Il y a des questions qui vont revenir à chaque fois. C'est si le mari, le concubin, l'ex-concubin a des armes au domicile. Ça, c'est très important à savoir. Après, on demande tout type de questions sur les rapports sexuels. Ça, c'est important. Même si elle vient uniquement pour des violences, on pose toujours cette question. Si elle est autonome économiquement, si elle a des moyens de partir du domicile, si elle a des ressources, si elle a un compte bancaire, si elle a des papiers d'identité, si elle est en possession de tous ces documents. En 1 an d'existence, la cellule a traité une centaine d'affaires. C'est 2 fois plus que par le passé et la récidive a baissé. Le lieutenant Jousmet a eu l'idée de faire éditer des affiches pour faire connaître leur action. Une simple photo, à mon sens, c'est pas très parlant. Une fleur avec dans chaque pétale ce pourquoi nous travaillons, avec un petit slogan, avec nos coordonnées, avec même un mail dédié qu'on a créé. Il faut savoir que ce mail permet à une dame qui n'ose pas franchir le pas, ou à un homme, de nous envoyer un mail et de rentrer en contact avec la Cellvif sans même se déplacer.
Et ce document, il est aussi suivi d'une petite carte de visite qu'on donne systématiquement. C'est quoi l'enjeu aujourd'hui pour vous par rapport aux violences conjugales? L'enjeu, c'est de... Aujourd'hui, je vais pas vous dire que c'est d'arrêter les violences conjugales. L'enjeu pour moi, c'est vraiment de libérer la parole. Je veux, dans la mesure du possible, ne pas rater de dossier, ne pas rater de famille. Et pour cela, les gendarmes ont voulu impliquer les acteurs locaux. Cela commence par l'école primaire, qui est en zone d'éducation prioritaire. Bonjour, vous allez bien? En ce jour de rentrée des enseignants, l'adjudant Pandolfi est venu distribuer des affiches. Restez debout, ne vous inquiétez pas, on va expliquer. Vous voulez rester debout ou pas? Oui, pour nous. Oui, il n'y a pas de souci. On vient de faire ces affiches, ça va être distribué dans tous les commerces de la ville, chez les médecins, dans les écoles, partout, justement pour que maintenant ce soit diffusé un maximum. Voilà. Partout en France, on essaye de trouver des solutions pour lutter contre ce phénomène. À Tonars, on a choisi celle-là. Pour l'instant, c'est unique. On essaye de voir que pour ici, ça fonctionne très très bien, en tout cas. Nous, ça va être un appui. Et c'est pas juste dire aux parents, parce que quand on prend une information des parents ou des enfants, souvent on se retrouve avec l'information et maintenant j'en fais quoi? Sachant que très souvent, nous, le temps qu'on fasse remonter par nos réseaux éducation nationale, ça prend énormément de temps, on n'a pas toujours de retour, et là c'est un vrai travail d'équipe. Comme sur la ville ça se fait beaucoup, avec la gendarmerie c'est très bien. Leur démarche est très bien accueillie également dans ce salon de coiffure du centre-ville. Vous avez affiché quelque part? Oui, on en a mis un à la caisse. On en a aux toilettes, on en a à la caisse. On en a mis partout. Bon, ça c'est bien. Voilà. Merci Comment beaucoup vous à vous. accueillez cette action? Très bien. Il en faut plus, c'est super bien. Parce qu'il y a des gens qui parlent pas, qui n'osent pas, et qui subissent, et c'est pas bien. Et tout le monde n'a pas un fort caractère, et il y a certaines personnes qui sont très fortes pour manipuler les gens. Les violences conjugales touchent toutes les classes sociales et tout le territoire. Au tribunal judiciaire de Bordeaux, c'est 80% des affaires jugées en comparution immédiate. Menaces de mort sur conjoint, coups et blessures, harcèlement téléphonique. La procureure de la République est à l'initiative des poursuites et c'est elle qui attribue les téléphones grave danger aux victimes. Actuellement en Gironde, il y en a 64 contre 15 il y a 2 ans. On se rend compte que le confinement a manifestement créé des situations d'exaspération, d'intolérance à la frustration et une violence qui va en augmentant, ce qui fait que oui, les faits, on constate qu'il y a des faits de plus en plus graves avec des tentatives d'étranglement, des références à des faits tragiques passés par les auteurs en disant qu'ils sont capables de dire à leur compagne tu vas finir comme telle ou telle personne donc des Comme faits Shahinez Daoud, vous pensez à elle? Comme Shahinez Daoud. Donc c'est quand même Ce sont des très faits violent. Bien sûr, c'est très violent en parole et ça peut être très violent aussi en gestes et en violence physique. Un comité de pilotage dédié aux violences conjugales se réunit tous les 2 mois pour évaluer les dossiers en cours. Justice, police, gendarmerie, services pénitentiaires et associations autour de la table pour un même objectif, mieux protéger les victimes et neutraliser les auteurs. Donc du coup, notre copine va débuter... Il y a un plus grand nombre de poursuites, il y a un plus grand nombre de condamnations, notamment en comparution immédiate, donc selon des procédures rapides, et on constate effectivement une tendance à l'aggravation des peines qui sont prononcées, la plupart du temps d'ailleurs sous forme de peines mixtes, associant en partie une peine ferme et une peine qui comporte un suivi derrière, un sursis probatoire ou d'autres mesures de ce type. Donc on constate effectivement une forme de durcissement des peines. En septembre, plus de 80 féminicides ont déjà été recensés depuis le début de l'année. Dans la rue où vivait Shahinez Daoud, les traces du drame sont encore visibles et la colère toujours présente. Violence, délinquance, comment lutter en Nouvelle-Aquitaine, c'est le thème central de cette enquête de région. Nous sommes aux portes de Bordeaux, à Carbon-Blanc. Nous suivons le travail de sécurisation quotidien de la gendarmerie nationale. 2 faits marquants en 2020 en Gironde, la hausse des violences conjugales, on vient de le voir, et celle des vols avec violence, plus 46% en un an, selon le ministère de l'Intérieur. Monsieur, bonjour, Jean-Marie Carbon-Blanc, contrôle routier, vous pouvez couper le moteur du véhicule, s'il vous plaît? Ce travail en fait, de contrôle sur la voie publique, c'est pas forcément que de la sécurité routière, vous cherchez plein de renseignements, comme quoi par exemple? C'est ça, en fait quand on passe les personnes au fichier, on a plusieurs renseignements, donc concernant leur permis de conduire, leur nombre de points, les infractions qu'ils ont déjà commises, etc. On a également leur adresse, donc parfois ça ne correspond pas avec le certificat d'immatriculation. Ensuite on a du coup les informations concernant le véhicule, et après on a l'assurance si le véhicule est bien assuré.
On peut avoir des informations assez importantes. Si la personne fait l'objet d'une fiche, par exemple, parce qu'elle a déjà commis des délits, parce qu'elle est sous contrôle judiciaire, on a le motif en fait de ces fiches et on fait remonter toutes ces informations selon leur importance. Et tout ça sur votre smartphone en fait? Tout ça sur le smartphone. Ça va être compliqué pour se garer là. Si, ça va aller. Toc. Bonjour. 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 Comment ça va? On va prendre des nouvelles. On fait une belle rentrée, il y a du monde, ça reprend de partout. Et le club? En fait, c'est toujours le problème du pass. Ouais. Alors, dans votre activité quotidienne à la brigade, c'est l'une de votre mission, hein, la recherche de renseignements, notamment auprès de commerçants. Vous cherchez à savoir quoi, par exemple? Un peu de tout. Disons que voilà, là, c'est une enseigne qui a été cambriolée à 2 reprises. Et avec qui on a noué des liens et on a sympathisé. Donc on vient prendre la température, voir comment ça va. Ça a été à la rentrée, il a un club de boxe, donc on va voir aussi comment s'est passée la reprise. C'est juste, voilà, c'est dans le cadre courant, voilà, c'est Ouais. pour Et ça entretenir de permet bonnes par relations. exemple de prévenir d'éventuels actes délinquants. Voilà, disons que il a un regard extérieur, il voit voilà, des gens, voilà. Donc des fois il nous renseigne sur certaines choses. Ouais. Des fois, bon, ça aboutit sur des résolutions d'affaires. C'est bon? Vas-y. Allez, go. Ils ont feu rouge. Est-ce que c'est Gabi? C'est la petite Zayolo. Bonjour capitaine Moulin, merci de nous accueillir. Vous commandez cette compagnie de Bouillac et tout ce secteur autour de Bordeaux et de la rive droite de la Garonne jusqu'à l'Entre-deux-Mers. Quand on parle de faits de délinquance sur cette zone autour de Bordeaux, quel constat vous faites aujourd'hui sur le terrain? Alors, un constat mitigé, c'est-à-dire que dans un premier temps, on a une baisse de tout ce qui est cambriolage et autres atteintes aux biens, mais dans un second temps, on a une forte augmentation des atteintes aux personnes, c'est-à-dire des violences, que ce soit au sein des couples ou alors sur les forces de l'ordre, malheureusement. Les violences au sein des familles, au sein des couples et sur les enfants, c'est quelque chose qui nous alarme. Donc, nous, on a mis en place un système qui permet d'aider ces familles et d'accentuer la pression judiciaire sur les délinquants. Et d'un autre côté, sur tout ce qui est violence et force de l'ordre, certes, on a plus d'outrage et autres violences, mais cela n'empêche pas la détermination des gendarmes à bien travailler correctement. Il y a moins la peur du gendarme qu'avant? Effectivement, il y a 30 ans, on pouvait dire qu'on voyait quelqu'un de bleu au bord de la route, tout de suite on avait peur au volant. Maintenant, c'est totalement terminé et je dirais même que parfois, au contraire, ça peut aggraver la situation. Il y a aussi cette sensation des Français qui ont peur chez eux, mais de l'autre côté, on a les délinquants qui n'ont plus aucune peur. Donc c'est à nous de faire le travail, d'être là au quotidien pour la population, puisque notre engagement, c'est leur sécurité de tous les jours. La nuit est tombée sur l'agglomération bordelaise. Nous sommes à la gendarmerie de Bouillac. Nous allons suivre le travail du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Sa mission, assurer la sécurité publique dans des zones dites sensibles. Nous verrons tout à l'heure comment, après cette nouvelle enquête sur les dangers des réseaux sociaux pour les jeunes, des adultes y cachent leur vraie identité pour abuser sexuellement de mineurs. Comment ces prédateurs parviennent-ils à leur fin? Regardez. Jeunes, hyper connectés, mais aussi vulnérables sur les réseaux sociaux. Applications, forums, autant de nouveaux terrains de chasse pour d'éventuels prédateurs sexuels. Je fais attention, je suis pas sûre qu'ici on se soit déjà fait embarquer par un truc où on a perdu le contrôle ou je ne sais pas quoi. Ouais, bah si. C'est vrai? Si, moi ça m'est Ah, je arrivé savais une fois. Non, en vrai, non, je me suis pas fait embarquer, mais c'est des gens qui provoquent des menaces ou des trucs comme ça. Tout le monde reçoit en ce moment les fameuses demandes, des sites de cul, on va dire, où c'est vraiment des demandes où les gens font « Bonjour, tu veux voir mon corps ?» Et bah tu réponds pas, tu bloques, mais c'est vrai qu'on en reçoit beaucoup. Comme les autres, celle que nous appellerons Justine se sentait protégée, bien à l'abri d'une mauvaise rencontre derrière son écran. Mais il y a 4 ans,
Alors qu'elle est encore mineure, en quelques clics, elle se retrouve à bord du véhicule d'un inconnu. Tout commence sur un forum de discussion, elle s'interroge sur la sexualité. Un participant lui répond. Justine précise qu'elle a 15 ans et demi. Eh bien, il y a des échanges de mails, il y a des échanges de photos ensuite, plus ou moins sinueuses, dénudées, sensuelles. Et ensuite, ça commence à faire des rencontres, non plus virtuelles mais réelles. Et c'est à ce moment-là que la machine est entre guillemets en marche. Justine prépare aujourd'hui avec son avocate le procès qui doit se tenir dans quelques mois. Bonjour. Son but, faire reconnaître par la justice une agression sexuelle de la part d'un individu d'une cinquantaine d'années, placé aujourd'hui sous contrôle judiciaire. Alors. L'homme a échangé d'abord des mails, a reçu d'elle des photos intimes. Elle a accepté un premier rendez-vous. Imaginez-vous, vous êtes en plein milieu d'un centre commercial X ou Y ou dans une boutique et vous vous retrouvez face à lui et que vous pouvez rien dire, rien faire. Et que la seule solution que vous avez, c'est soit il envoie les photos sur internet de vous, soit vous y allez. Selon Justine, l'agression a eu lieu dans la voiture après un court trajet en périphérie. Pour son avocate, ce dossier est la preuve qu'un jeune n'est en rien protégé derrière son écran. Pourquoi on y va? Pourquoi on y va? Ça pue. On y va. On y va parce qu'encore une fois, on a créé des choses. On a la culpabilité aussi d'avoir déjà échangé avec quelqu'un dont on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais peut-être malgré tout, on a un espoir parce qu'on va mal, qu'il est quand même sympa et qu'il va m'écouter. Parce qu'il y a beaucoup de vulnérabilité aussi chez eux. Au-delà du fait qu'ils ne soient pas matures, il y a beaucoup de vulnérabilité. Ah oui. À 20 ans, la jeune femme est toujours suivie par une psychologue et fait encore des crises de panique dans les transports en commun. Le cas de Justine est loin d'être isolé et toutes les tranches d'âge sont concernées. Sur certaines applications, elles sont parfois très jeunes, se mettent en scène dans des chorégraphies. En ligne sur ces réseaux, des amis et des inconnus qui postent des commentaires ajoutent des petits cœurs aux vidéos. Un simple échange de messages qui peut aller beaucoup plus loin. Au sein de la brigade de recherche de la gendarmerie de Poitiers, l'adjudant Eric mène des investigations concernant un homme âgé de 20 ans, interpellé pour viol sur mineur dans l'agglomération poitevine durant l'hiver 2020. Le suspect a échangé sur un réseau social avec une enfant. Ils se sont rendus compte qu'ils habitaient à proximité et ont convenu d'un rendez-vous. Le moment avant les faits est tout à fait anodin. On regarde des vidéos, on regarde toujours ces applications, on rigole sur des vidéos de chats et après on se dit qu'on est bien ensemble et puis le jeune homme après tente une approche un peu plus intime en disant tu peux compter sur moi, je suis ton ami et puis là ça peut vite déraper et là c'est le cas, on passe d'une caresse à un bisou et d'un bisou à des attouchements et après à un viol. Un viol, voire plusieurs. L'enquête a établi que le suspect a rencontré aussi des amis de la première jeune fille. Placé aujourd'hui en détention provisoire, la justice lui reproche au moins 2 viols sur des mineurs de 12 et 14 ans. Un simple échange de messages à propos d'une vidéo permet à un prédateur de gagner la confiance du jeune. Selon cette psychologue, expert auprès des tribunaux, une fois face à face, impossible de se défaire de cette emprise. Ces prédateurs sexuels, ils ont toujours sévi. Mais le mode opératoire n'était peut-être pas tout à fait le même. Et le fait des réseaux sociaux leur donne l'opportunité, et je considère que là où c'est dangereux, c'est dans ce fait-là, de transformer leur identité et de tromper, de modifier leur comportement et leur mode de fonctionnement, leur mode opératoire. Ces prédateurs dans le monde virtuel masquent leur identité et leur âge derrière des pseudonymes. Et ils savent où, quand et comment appâter leur proie. C'est ce qu'a découvert ce détective privé. Lors de recherches d'adolescents fugueurs pour le compte de leur famille,
L'homme remarque ce forum de discussion pour adultes, connu pour ses annonces de prostituées, et fréquenté aussi par des mineurs. J'ai créé un profil féminin de jeune femme que j'ai appelé Chloé 15, 15 pour 15 ans. Depuis ma connexion, il y a énormément d'hommes qui m'ont abordé. Il y en a qui proposent direct de l'argent pour du sexe. Voilà, encore un autre qui propose donc de l'argent. Il y a des ados qui viennent ici juste pour troller, juste pour se foutre de la gueule de ces adultes qui vont proposer de l'argent. Et puis d'autres qui acceptent les propositions. Et donc parfois ça se passe mal et la situation leur échappe. C'est ça. C'est ça. Ensuite, bon, il y a une sorte d'engrenage, l'argent facile. Le piège se referme d'autant plus vite que le mineur est fragile sur le plan psychologique. C'est ce qui est arrivé à celle que nous appellerons Margot. Lorsqu'elle a une quinzaine d'années, Margot se sent seule. Elle se connecte à ce site pour adultes. Et un jour, elle mord à l'hameçon. Un premier rendez-vous est fixé avec un homme dans sa voiture un dimanche après-midi sur un parking désert. Il me dit non mais faut que t'enlèves tout. Et moi je me dis comment ça faut que j'enlève tout et du coup je m'exécute et tout ça. Enfin voilà. Et du coup il commence à se rapprocher de moi, à me caresser tout ça et puis en fait on a fait que ça. Et après ça je me rappelle il m'a donné 70 €. Je trouvais que c'était plutôt étrange et tout ça. Mais j'étais plutôt contente d'avoir eu 70 €. Quand je suis rentrée à la maison, comme ça, j'ai rien dit à personne. Puis je suis retournée dans ma chambre, comme d'habitude. Les rendez-vous se succèdent, cette fois dans une maison à la campagne, où l'homme exige des relations sexuelles, toujours contre de l'argent selon Margot. Ma maman, elle s'était rendue compte que j'avais beaucoup d'argent en fait. Et du coup, elle m'a demandé comment j'avais gagné ça et tout ça. Du coup, moi, j'ai pas voulu lui dire sur le moment. Je me rappelle qu'on était toutes les deux assises au salon, qu'elle m'a demandé, sauf que moi, je lui ai rien dit. Margot va mettre plusieurs mois à se confier à l'infirmier scolaire de son lycée et à sortir de l'engrenage. Chez les enfants et les adolescents, ces récits de victimes d'agressions sexuelles sont encore plus délicats à obtenir que chez les adultes. Recueillir la parole des plus jeunes, c'est la spécialité de l'adjudant-chef Floriane au sein de la brigade de recherche. Elle mène les auditions de mineurs au sein d'une salle dédiée au centre hospitalier de Poitiers. L'intérêt de cette salle, en fait, c'est que donc il y a des micros qui sont intégrés au plafond et une caméra. Donc ça permet de discuter avec lui et pas de faire une audition telle qu'on l'entend dans une gendarmerie. Cette salle est utilisée plusieurs fois par semaine par la police ou la gendarmerie pour rassurer les plus jeunes qui n'ont pas toujours conscience de leur statut de victime. Soit elles ne réalisent même pas ce qui s'est passé, elles ne se considèrent pas comme victimes quand nous, on parle avec elles. Soit elles culpabilisent parce qu'elles ont discuté avec ces personnes-là et qu'elles n'ont pas réalisé qu'elles parlaient avec des inconnus. Donc voilà, selon les personnalités, effectivement, c'est un travail à faire où le protocole nous aide justement à les déculpabiliser si c'est le cas, ou à leur faire prendre conscience des fois de ce qu'elles ont fait, qui n'est pas mal, mais qui a parfois des conséquences désastreuses. Pour Margot, le dépôt de plainte, l'audition n'est qu'une étape dans sa lente reconstruction. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même, sur mes carences. Oui, mes carences affectives, émotionnelles, tout ça. Et puis on a un peu travaillé sur ça avec ma famille aussi, notamment. Enfin, du coup, j'aurais pardonné plein de choses. Parce que pour eux, ils avaient été toujours là, en fait. Enfin, ils n'ont pas vu forcément leur manquement, en fait. Parce que ce qui fait du mal aussi, c'est ce qu'ils n'ont pas fait. C'est-à-dire être plus à l'écoute, par exemple. Parce qu'en parler, c'est ce qui m'a vraiment aidée. J'ai eu plein de gens, du coup, qui ont pu être là pour moi. Qui ont pu m'écouter, me conseiller. Le ministère de l'Intérieur a recensé en France en 2018 plus de 23 000 mineurs victimes de violences sexuelles, dont 70% agressés hors du cadre familial.
Impossible en revanche de savoir combien de victimes avaient rencontré leur agresseur via Internet. Ouais, une Signa de 5008. Vous redescendez sur Carbon, là, qu'on travaille un petit peu en face à face, d'accord? Ouais, c'est reçu. Ils sont là, demande pas. On va les contrôler. S'il vous plaît, brassez là. Ouais, tu peux venir rapidement sur Favol, s'il te plaît, merci. Ouais, dépêchez-vous les gars, là, on a 4 individus qui ont pris la fuite au contrôle à pied, là, sur la place de Favol, là. Ouais, il y en a un qui avait un haut rouge, hein. Là, ils nous prennent en photo, là, qu'est-ce qu'ils font, là? Vous coupez votre séquence? Non, mais ça va pas se passer comme ça, moi, je vous le dis. Ok, s'approchez, on va contrôler vos identités. On se retrouve aux côtés du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie pour la suite de cette enquête de région. Bonsoir, adjudant-chef Langlois, merci d'être avec nous. Bonsoir. Quelle est la particularité d'AMSIG par rapport à un équipage classique de gendarmerie, on va dire? Donc la particularité d'AMSIG s'axe sur un travail principalement nocturne, recherche de la délinquance de proximité, voire certaines fois rurale. Et nous apportons notre renfort et notre concours à toutes ces brigades, ces unités territoriales qui demandent une unité un petit peu plus, j'allais dire, entraînée et en mesure de répondre à cette délinquance qui peut certaines fois est un petit peu devient, j'allais dire, hostile et de plus en plus imprévisible à notre... voilà. C'est bon, vous pouvez y aller si vous allez au boulot, monsieur, on vous laisse partir. On a tout le monde ou quoi? On tombe très vite sur des jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, qui ont des propos à notre égard outrageants certaines fois, des phénomènes de rébellion, de fuite comme on a pu voir juste avant sur un contrôle de 8 individus place de Favol à Carmont-Blanc. On n'était pas sorti de voiture que déjà ils prennent une envolée de moineaux et puis ça joue, voilà, ça reste fréquent, donc on y est habitué, on connaît aussi cette population, on connaît ces personnes contrôlées, donc on sait comment les aborder et voilà. Si vous êtes verbalisé, on vous le dira, là on vous a pas parlé de verbalisation, on fait un contrôle d'identité des personnes qui sont sur la voie publique et particulièrement ici, vous le savez. Allez. Bonne fin de nuit. Au revoir. Dans les quartiers. On est ici à la campagne. Ouais, une Signa de 5008. Ouais, on va rester un petit peu dans le secteur. Là, on va s'écarter un peu. On va voir le comportement qu'ils ont là d'ici les 10 minutes à venir. Là. Comme ça, on va regarder là, s'ils foutent pas le bordel. Sur la compagnie de Bouliac, la nuit, nos gendarmes vont plutôt intervenir sur des violences intrafamiliales, puisque la nuit, les gens s'alcoolisent. Donc, les événements deviennent un peu plus sombres et donc les violences sont beaucoup plus faciles. Donc les gendarmes interviennent principalement sur ces faits-là. C'est pas des interventions comme les autres, forcément, quand il y a des violences intrafamiliales, j'imagine. Non, effectivement, c'est assez compliqué d'arriver sur une situation qui, d'ailleurs, dans un premier temps, peut très vite dégénérer. Mais tout de suite, il faut savoir séparer les parties et puis après, écouter ce que chacun a à dire. Et après, selon les faits, la réponse immédiate des gendarmes peut être le placement en garde à vue de la personne auteure de violence. À Bordeaux, en 2020, 40% des actes les plus violents ont été commis par des mineurs non accompagnés. Des jeunes gens venus pour la plupart d'Afrique du Nord à la recherche d'une meilleure vie en France et qui sont finalement tombés dans les mains de réseaux. Dans ce quartier du centre-ville, le quartier Saint-Michel, régulièrement des flambées de violence font la une des médias. Une situation telle qu'il a fallu créer un dispositif spécial, un groupement local de traitement de la délinquance, un GLTD. Bonjour Armin Ismi, merci de nous avoir rejoints. Je vous en prie. Vous êtes adjoint au maire en charge notamment de la sécurité à Bordeaux. Est-ce qu'il y a vraiment, à votre avis, un problème d'insécurité sur Bordeaux aujourd'hui ? Écoutez, aujourd'hui, nous sommes en train de mener un diagnostic local de sécurité et de prévention de la délinquance qui va nous permettre de faire apparaître et d'objectiver la réalité de notre territoire. Il est incontestable que, d'un point de vue numérique, sur le nombre de faits, sur l'usage d'armes blanches, parfois d'armes de poing dans d'autres secteurs, est un fait qu'on peut non pas qualifier de nouveau parce qu'il existait déjà auparavant, mais en tout cas suffisamment récurrent pour qu'on s'en inquiète davantage qu'auparavant. C'est-à-dire qu'il y a plus d'insécurité qu'il y a 2-3 ans. Alors,
est-ce qu'il y a plus d'insécurité? Ce qui est certain, c'est que nous avons aujourd'hui des problématiques de sécurité qui sont celles des grandes villes. C'est un phénomène qui a commencé à émerger, et nous le voyons dans les archives de la municipalité aux alentours de 2018, avec des alertes et un signal sur une tendance qui n'était pas favorable et qui aujourd'hui se confirme. On a besoin de réévaluer notre dispositif de sécurité pour être à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres désormais. Ça passe évidemment par une augmentation des effectifs de police nationale. Les renforts qui ont été annoncés par Monsieur le ministre de l'Intérieur sont tout à fait souhaitables et nécessaires de l'aveu même des policiers nationaux. Ça passe également pour la municipalité par un rehaussement de notre dispositif, recrutement de policiers municipaux évidemment parce que nous sommes en sous-dimensionnés et donc nous sommes déjà engagés à le faire sur la totalité du mandat, donc répression, dissuasion, mais également prévention et médiation, et évidemment accompagnement social des maux de la société qui génèrent ces faits. Pourquoi elle n'est pas attachée la petite? Parce qu'elle s'est détachée. Alors, voilà, toi tu t'attaches s'il te plaît, et la petite faut l'attacher aussi. Ah ouais, mais ça, Il n'est pas parti. Il n'est pas parti. La délinquance existe aussi à la campagne. Dans la Creuse, ce sont les trafics de drogue qui mobilisent justice et forces de l'ordre. Trafic et consommation de drogue participent au sentiment d'insécurité ou à l'insécurité elle-même. Voyez comment s'organise la répression et la prévention dans le deuxième département le moins peuplé de France métropolitaine. Loin des grandes villes et des banlieues, on a longtemps cru que la drogue épargnait les campagnes. À tort. Aujourd'hui, elle fait partie du quotidien des gendarmes. Bonjour Bernadette. Vous allez bien? Ah mais j'ai pas vu Michel. À ma rez-de-chaussée, je vous salue. Vous n'êtes pas allé aux champignons récemment, non? Non. Il n'y en a pas de champignons dans notre coin. Il n'y a pas d'eau. Le contact est très très important dans la mission de gendarme. C'est par là qu'on peut lier des amitiés aussi. On peut avoir des renseignements sur un peu tout. Enfin, voilà, les gens sont les yeux et les oreilles, on va dire, des gendarmes. Hein, voilà. Et ça peut vous aider même sur des affaires de stupéfiants? Tout à fait. Je demande là, s'ils ont été aux champignons. Des gens, des fois, vont aux champignons et trouvent des stupéfiants dans la forêt. Voilà, voilà, ça peut arriver. Hein. Avec ses vastes paysages et ses 22 habitants au kilomètre carré, la Creuse a gardé son authenticité et une certaine quiétude. Pour assurer sa tranquillité, près de 300 gendarmes sont répartis sur l'ensemble du département. Parfois, un simple contrôle routier permet de découvrir des stupéfiants. C'est ce qui s'est passé en juillet dernier. Au moment de prendre les papiers, on a vu qu'il y avait des rougeurs oculaires sur la personne, voilà, des signes distinctifs de la prise de stupéfiants. Et le dépistage s'est avéré positif au cannabis. Donc on a ouvert une enquête de flagrance où on s'est rendu à son domicile pour faire une perquisition. On a découvert 131 pieds d'herbes de cannabis. Il y avait tout le sous-sol de la maison qui était aménagé en culture. L'installation, il y en avait pour à peu près 3 000 € de matériel. Donc c'est un réel investissement, voilà, de la personne. Maintenant, c'est ce qui est compliqué, voilà, c'est vraiment de déterminer le trafic. Pour chaque affaire importante, la brigade de recherche de Guéret est alertée. Selon les cas, elle peut se saisir de l'enquête ou apporter son soutien logistique. Tu as saisi son téléphone? Oui, son téléphone a été saisi. Plusieurs trafics ont ainsi été démantelés ces dernières années, à Aubusson, la Souterraine et d'autres communes. Mais ce genre de dossier reste rare. Nous avons essentiellement aujourd'hui une consommation, je dirais, domestique, avec des individus qui cultivent des plants de cannabis dans leur propre jardin, mais cela ne conduit pas nécessairement à de la revente, ou en tout cas une volonté de faire de l'argent en revendant de l'herbe de cannabis. Sans surprise, la majorité des affaires de stupéfiants se situent en ville.
À Guéret, chef-lieu du département, 13 000 habitants, on ne trouve pas de point de deal important comme dans les cités. Les échanges, discrets, se font un peu partout. Mais dans le quartier prioritaire de l'Albatros, les trafics sont plus présents et empoisonnent la vie de certains habitants. Il y a des années où on pouvait se promener à pas d'heure. Maintenant, c'est fini. Quand tu arrives le soir, vous les fermez, porte fermée. Ah ouais, On peut même pas dire on va aller prendre l'air parce qu'il fait beau. Ah, c'est vrai. Bah non, on a peur, quoi. Mais vous avez peur de quoi? Eh ben, on sait pas comment ils réagissent. Faut pas les regarder, faut... Parce que parfois ils sont un peu tendus. Surtout quand la police arrive. Preuve de cette activité souterraine, le nombre de démantèlements. Il est passé de 2 en 2017 à 18 en 2019. L'an dernier, 13 ont encore été recensés malgré le confinement. À l'origine de cette hausse spectaculaire, Bruno Sauvage. Le procureur de la République de Guéret est arrivé en Creuse il y a 3 ans. Anticipant le plan national de 2019, il a fait de la lutte contre les stupéfiants l'une de ses priorités. On a parfois un peu de cocaïne, un peu d'héroïne, mais je dirais grosso modo 95% c'est du cannabis, donc soit de l'herbe ou de la résine de cannabis. Et si je pouvais dire le profil type d'un trafiquant, c'est des jeunes entre 20 à 30 ans, pas d'emploi, sans revenus, et ils se lancent effectivement dans le trafic de stupéfiants de cannabis, l'appât du gain, l'argent facile. Depuis le tribunal de Guéret, le procureur coordonne les enquêtes avec la police et la gendarmerie. Pour lui, la notion de petit trafic n'existe pas. Je pense que pour lutter efficacement contre ce fléau, il faut un triptyque. Prévention, répression et traitement. Le fait que le département soit très petit, tout le monde se connaît, on arrive, je pense, dans les 3 domaines à être quand même assez efficace dans le département. Allez, on y va. Allez, mon ami. Depuis le 1er septembre 2020, un nouvel outil a été mis en place pour lutter contre la drogue, l'AFD, pour amende forfaitaire délictuelle. Sur réquisition du procureur, les gendarmes ou les policiers procèdent à des contrôles ciblés et aléatoires dans n'importe quel lieu public. Pas d'alcool, monsieur? Pas de produits stupéfiants? Non. Fini les produits stupéfiants. Ah mais bon. Non, ça fait 1 an que je me suis pris en main. Ça permet quand même de casser les petits points donc, de trafic et ça permet aussi donc, surtout donc, de lutter contre la consommation, donc l'usage du stupéfiant qui reste un délit. Maintenant on peut le relever par ce qu'on appelle par PV électronique. Donc c'est une amende en fait forfaitaire délictuelle donc, pour les primo-usagers de stupéfiants. Donc c'est une amende donc, de 150 €. Ça vous embête ce genre d'opération Non, ça m'embête pas. Pour être franc, parce qu'il faut être franc, il y a des années en arrière, ça aurait pu peut-être plus m'embêter. Mais non, ça m'embête pas. Quelques rues plus loin, un autre homme vient d'être contrôlé avec du cannabis. Ça sera détruit. Ouais. D'accord. Je vous le remonte? J'attendais que je vous remonte les produits? Oui, c'est bien ça. C'est ça? Oui, il n'y a pas de... Oui. Ok. Bon, vous allez donner votre pièce d'identité en major? D'accord. Et puis on vous laisse partir après. D'accord. En 1 an, 167 AFD stupes ont été relevés en Creuse. Dans certains cas, ces procédures permettent d'obtenir des renseignements. Des enquêtes peuvent alors être ouvertes. C'est très chronophage, les procédures sont très épaisses. C'est beaucoup de travail et des fois, c'est pas forcément le résultat qu'on espérait. Puis c'est souvent la saisie qui est des fois qui est pas à la hauteur de ce qu'on attendait. C'est ça surtout. C'est le niveau du trafic, des fois on pense que c'est important, puis il faut avoir la chance. Quoi. Les difficultés, c'est d'avoir les moyens en temps, en personnel, pour planquer, pour faire tous ces PV. Il faut être dehors pas quasiment toute la journée, à n'importe quelle heure. Il faut bien mettre en place le trafic. Quoi. Et ça c'est très compliqué, surtout sur des petites structures comme on a nous, où on a aussi du flag à gérer, plein d'autres affaires. Mais on y arrive quand même. Ces enquêtes durent en moyenne 5 à 6 mois. Dans la circonscription creusoise, où la continuité de la chaîne pénale est facilitée par la proximité, le travail des 75 policiers de Guéret va parfois plus vite que dans les grandes villes. C'est l'avantage d'un commissariat à taille humaine.
Dans une petite structure comme la DDSP de la Creuse, les policiers n'ont pas de barrière entre eux, que ce soit les gens de la tenue qui font des rondes, que ce soit les enquêteurs en civil. L'information circule très vite et très bien ici, que ce soit autour de la machine à café ou de façon beaucoup plus rationnelle lors des réunions de service qui ont lieu tous les jours. Si vous voulez, cet AFD, son principe, c'est de bousculer la consommation. Bousculant la consommation, on va mettre à mal le trafic. S'il n'y a plus de consommateurs, plus de trafic, ça va être de la qualité de vie retrouvée pour le voisinage. Des occupations d'halls d'immeubles ou de l'espace public qui cesseront bien forcément. Des gens qui ne commettront plus d'infractions pour pouvoir se payer leurs produits. Pour lutter contre l'usage et le trafic de drogue, il y a aussi la prévention. C'est le rôle d'Addiction France. L'association est implantée à Guéret depuis presque 60 ans. Le mode de consommation a changé. Et puis les gens sont beaucoup plus décomplexés vis-à-vis de leur consommation. Maintenant, je veux dire, tout le monde fume, tout le monde, mais sans aucun, comme si c'était quelque chose de tout à fait normal. Et souvent, d'ailleurs, en collège, en lycée, et parfois même en entreprise, on est obligé de rappeler que c'est 0 plan de cannabis à la maison, même pour la beauté de la plante. Depuis 2007, l'association organise des stages STUP, une alternative aux poursuites pénales. Durant 2 jours, les personnes sont informées sur les risques et la législation. Elles peuvent aussi être orientées vers un parcours de soins. Au fur et à mesure du stage, on se rend compte que des fois, le cannabis, c'est juste la face visible de l'iceberg et que derrière, il y a d'autres choses. Mais souvent, ils ont réfléchi déjà aussi à leur consommation, à pourquoi ils consommaient et à ce que ça leur apportait. Donc des fois, nous, on est juste là pour leur redonner un petit coup de pouce et d'appuyer là où ils s'étaient déjà interrogés. Et la plupart des gens nous disent « Ah ouais, j'avais mis un petit peu le doigt, mais là, maintenant, vous venez de me tendre une main et peut-être que j'ai envie de la saisir, ou pas. » Nous, notre but, c'est on propose, après les gens disposent. Contrairement aux idées reçues, l'âge moyen des participants se situe entre 25 et 40 ans. À la sortie de ces stages, 87% d'entre eux pensent réduire ou stopper leur consommation. En attendant, face à la banalisation de la drogue, le département de la Creuse a réussi à se fédérer en quelques années. On se retrouve à Bordeaux pour la fin de cette enquête de région et cette ultime question dans la lutte contre les violences et la délinquance. La réponse judiciaire est-elle à la hauteur de l'enjeu? Une justice parfois accusée de lenteur, voire de laxisme par certains policiers, ce dont l'institution judiciaire se défend. Bonjour Marie-Noëlle Courtedutorier. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes secrétaire générale adjointe de l'Union syndicale des magistrats et vice-procureure du parquet de Bordeaux. Dans l'une de ces salles derrière nous, en juillet dernier, la journée d'audience de comparution immédiate à la justice du quotidien, cette journée s'est prolongée jusqu'à 4 h du matin face au nombre d'affaires à traiter. Est-ce qu'il y a une surchauffe de l'institution judiciaire à Bordeaux ? Alors je dirais que la surchauffe, elle n'est pas nouvelle. Après, c'est assez exceptionnel évidemment et heureusement que ça se termine aussi tard. C'est explicable par, je dirais, une augmentation du nombre de déferments, c'est-à-dire des personnes qui sont présentées à l'issue de leur garde à vue devant le parquet pour être jugées immédiatement, donc dans les fameuses comparutions immédiates, en raison de l'aggravation des phénomènes de délinquance sur la communauté urbaine de Bordeaux. Donc la surchauffe n'est pas nouvelle, mais ça prend une ampleur, je dirais, à Bordeaux, qui était jusqu'à présent ce qu'on appelait la belle endormie. Et qui aujourd'hui n'est plus une ville aussi calme qu'avant et rejoint malheureusement et comporte les mêmes affres que des juridictions de taille similaire comme Toulouse, comme Lyon, Marseille qui sont même plus importantes, avec une délinquance qui s'aggrave, notamment en termes de violence, ce qui explique une politique pénale renforcée. En France, on a 3 procureurs pour 100 000 habitants. La moyenne en Europe, c'est 11 procureurs pour 100 000 habitants. Comment on en est arrivé à cette situation-là ? Alors, en fait, ce sont des choix politiques qui sont faits au niveau budgétaire. Il se trouve que nos voisins européens, comme l'Allemagne par exemple, ont fait des choix en privilégiant un budget plus conséquent pour leur pays,
La France, certes, le garde des Sceaux a indiqué qu'il y avait une augmentation du budget, mais pour autant, cette augmentation n'est pas à la hauteur de nos besoins. À Bordeaux, avec une augmentation de la population, certes, il y a eu quelques arrivées supplémentaires, mais qui sont insuffisantes pour venir apporter une réponse pénale, je dirais, suffisamment proche des faits. Donc on essaie de faire face, oui, mais au détriment, je dirais, d'heures de travail, y compris le week-end, des soirées très tardives. Voilà, donc ce sont des choix politiques avant tout. En juin dernier, la délinquance était donc la principale préoccupation des électeurs de Nouvelle-Aquitaine selon notre sondage Ipsos. Aujourd'hui, à 6 mois de la présidentielle, l'insécurité s'impose déjà comme un thème de campagne majeur pour les candidats déclarés ou pas. Pour preuve, le récent Beauvau sur la sécurité et la promesse de l'exécutif de doubler d'ici 10 ans la présence des policiers et des gendarmes. Merci de nous avoir suivis pour Enquête de Région. À bientôt.